Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'hôtel Marcel Aimé, dans la crypte. Nous sommes un peu comme des premiers chrétiens de la littérature hongroise et nous sommes un peu d'ailleurs dans le underground, dans les bas-fonds de Paris peut-être, et ça va très bien avec le thème du livre dont nous allons parler avec notre invité à la Nuit de la littérature, János Térai, qui est donc un écrivain hongrois né à Debrecen en 1970, où il a vécu assez longtemps, si j'ai bien compris, puisqu'il s'est installé, j'allais dire à Paris, mais c'est à Budapest, pardon, à Budapest, il y a 25 ans, puisque le livre Traversée de Budapest se situe dans cette ville, mais entre-temps, il a donné une œuvre déjà abondante, 10 recueils de poèmes, si j'ai bien compté, 2 recueils de nouvelles, des romans aussi en vers et en prose. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. C'est une pratique qui commence à revenir en France aussi, du récit en vers. Donc le verses regény ou bien la verses novella. Et ça, un peu dans la grande tradition, même romantique, je ne sais pas, de Pouchkine par exemple, hein, c'est quelque chose de très intéressant. En français, on a déjà eu quelques-unes de ses œuvres, en particulier une pièce de théâtre qui a été traduite par Marc Martin, Hagen ou l'hymne à la haine, et qui a même été montée au théâtre de Jazet à Paris en 2009. Ça, c'est pour vous présenter l'auteur un petit peu. Voilà. D'abord, le titre. Alors, le titre m'a fait penser, en tant que Français, il a fait penser aussi à notre ami à la même chose, il m'a fait penser à un film, La traversée de Paris, de Claude Autant-Lara. Et je ne sais pas si c'est une référence que tu connais ou pas, János. Est-ce que tu connais ce film ? Et le titre... Ah, magnifique. Alors ça, c'est extraordinaire. On dit Traversée de Paris. Je vais donner d'autres noms de films et vous me sortirez les cassettes, enfin les DVD. Les DVD, cassettes, c'est un peu d'autrefois, n'est-ce pas? On n'est plus au 19e siècle, au 20e. Donc, La Traversée de Paris, eh bien, en effet, est-ce que tu pourrais nous expliquer le rapport entre ce film, ton approche et ton livre? Én ezeket a novellákat az Élet és Irodalomba írtam eredetileg, Recsó Krisztián kért föl. Minden hónapban egyetlen egy jelent meg, ez ott a hagyomány, de úgy jött ki az év, hogy 14-et írtam végül, és minden volt már, együtt volt a szöveg, de még címem nem volt, és egyszerűen az interneten rábukkantam erre a filmre. És belenéztem, és azt mondtam, hogy itt nekem volna keresni valóm. Átkelés Budapesten, mert ez egy olyan könyv, amelyik Budapestnek a árnyékos oldalát mutatja be, a nem divatos, nem a halászbástya parlament, Mátyás templom háromszögben játszódik, hanem titkos helyeken, olyan helyeken, amelyeket az ott élők sem igazán ismernek, és ez a cím, ez megfelelt. J'ai écrit des nouvelles dans un mensuel littéraire dont le titre est Élet és Irodalom, vie et littérature. C'était Christian Greccio qui m'a demandé d'écrire ces nouvelles. Donc j'en ai écrit un par mois. La vie a fait qu'à la fin de l'année, j'ai écrit 14 nouvelles quand même. Donc tout était là, mais je n'avais pas de titre. Et c'est à ce moment-là que, en surfant sur Internet, je suis tombée sur ce film et je me suis dit, bon, là, il y a quelque chose d'intéressant. Ça sera peut-être un bon point de départ. Dans mes recueils, je montre le côté sombre de Budapest. Les histoires ne se passent pas dans des lieux touristiques que tout le monde connaît, entre la bastion de pêcheurs, le Parlement et l'église Matthias. Là, je montre un côté sombre et secret de Budapest, et je me suis dit que ça sera un bon titre pour ce recueil.
Et vraiment, ça fait écho, ce livre fait vraiment écho à la traversée de Paris. C'est vrai que ce sont des personnages à la fois souvent très humbles. On a alors c'est un art de rendre des conversations sur le vif. Il y a beaucoup de dialogues qui sont comme ça attrapés au vol. Hein. Il y a beaucoup de dialogues dans le livre. Et des personnages comme on pourrait en rencontrer, en effet, dès qu'on sort un petit peu des lieux les plus touristiques. Alors, moi, j'aimerais te poser une question personnelle aussi pour moi. C'est que je connais maintenant Budapest depuis un certain temps. Et je trouve, désolé, mais je trouve que justement la présence du tourisme est devenue envahissante. Et je voulais savoir comment tu te situais par rapport à cette évolution de la ville qui, à titre personnel, je ne le cache pas, me désespère un peu. Voilà. Amikor én először jártam Párizsban, 20 éves koromban, azt tűnt föl először, hogy mások a színek. Például itt voltak színek. Budapest akkor egy barnás, szürke, kelet-európai romváros volt, és kívül hordozta a titkait a golyónyomokkal, az éppen átkeresztelt utcákkal. Nem kellett nagyon kutatni, hogy az ember titkokba akadjon, titkokra bukkanjon. Most már keresni kell, uniformizálódott, nagyon egyetértek azzal, amit mondtál. Metropolis arca lett, az emberek nem öltözködnek másképpen Budapesten sem, mint Párizsban. Tehát az a kulturális sok, ami először ért, Londonban meg Párizsban, nagyjából egy időben voltam, ezek voltak az első nyugati benyomásaim. Ez már nincs, tehát most a családommal vagyunk, és ilyen különbség nincs. Én olyasmire gondoltam, amikor ezt a könyvet elkezdtem írni, még nem is volt meg a koncepció, mindig menet közben alakítom ki a koncepciót. Olyasmit szerettem volna, olyan szeletet megmutatni, mint például a Párizsnak egy nem tipikus arcát találtam meg annak idején ebben a Subway vagy Metro című filmben, ugye Luc Besson, ha jól emlékszem, filmje, amelyik egy közhely, szintén Párizsban, szinte minden közhely, mert közhelyé vált, óriási irodalma van, óriási film, arzenál foglalkozik, játszódik Párizsban, és mégis a metrónak ezt a titokzatos, elátkozott, sötét jellegét mutatta meg. Vous avez tout à fait raison. Moi-même, je me suis rendue à Budapest pour la première fois il y a 20 ans et les couleurs ont beaucoup changé depuis. À l'époque, c'était une ville plutôt gris, marron de l'Europe de l'Est avec toutes ses ruines. On a trouvé les traces des balles de fusils dans les murs. Les rues venaient tout juste de changer de nom après le changement de régime. Donc les secrets étaient là partout. Et là, aujourd'hui, Budapest est un métropolis comme n'importe quelle autre grande ville du monde, comme Paris ou d'autres grandes villes. Il n'y a plus ce choc culturel que j'ai vécu quand je me suis rendue pour la première fois à Londres ou à Paris. Il n'y a pas une tellement grande différence. Les gens s'habillent pareil. Là, je suis à Paris avec ma famille et il n'y a pas vraiment de différence entre Budapest et Paris. Quand j'ai commencé à écrire le livre, j'ai décidé de montrer une partie cachée de Budapest. Je pourrais citer comme exemple ici le film Subway de Luc Besson, qui montre aussi une partie cachée de Paris. Paris, bien sûr, on en parle, mais bon, on pourrait dire que c'est un lieu commun. Mais ce film montre un monde caché, secret, sombre. Az is egy döntés volt, hogy novellákat írtam, de versként tördeltem őket. Nagyon ritkán rímelnek ezek a szövegek. Aztán írtam egy egész verses regényt is, tulajdonképpen ennek a könyvnek a
formájában, ez a legkisebb jégkorszak, ami egy elképzelt jégkorszakban mutatja be a budai hegyeket, tehát a High Society-nek a budapesti élőhelyét, és aztán végül odáig jutottam, hogy írtam egy egész könyvet prózában, ugyanúgy, mint 20 évesen is prózában kezdtem el regényt írni. Valószínűleg ez a kokettálás a történetekkel, ez engem is a próza felé vezetett. Effectivement, dans mon livre, j'essaye d'être au plus proche possible de la parole naturelle. Bien sûr, j'ai mon propre style. Je l'avais déjà quand j'avais 20 ans. Cela a des avantages et des inconvénients. Bien sûr, j'essaye de simplifier au plus possible, mais je vais toujours avoir mes propres manières, mon propre style. J'écris comme j'entends parler le hongrois. Cela peut paraître maniéré pour certains ou cela peut être perçu comme un style. Cela dépend de celui qui m'écoute. Donc là, j'ai écrit des nouvelles, mais dans la mise en page, j'ai utilisé des strophes. Après celui-ci, j'ai écrit un roman versifié dont le titre est la plus petite période glaciaire. Dans ce livre, j'écris, je peins en quelque sorte la vie du quartier le plus chic de Budapest sur les collines de Buda dans une période glaciaire. Et ensuite, je me suis retournée à la prose. Et bien sûr, cette envie de vouloir raconter des histoires m'amène naturellement à la prose. La vie, ça fait du bruit. Colline des Souaps, boulevard Cartozzi et rue Mélinda. Bartók, quatuor à cordes 6. Premier mouvement. Lieu maudit, soufflait la femme. Ces pas font grasser le parquet. Mauvaise vibration, tu ne sens rien ? Mais non, mon ange. L'esprit du lieu est en nous, la rassure son mari. Les murs ne savent rien. Volet vert, qu'y a-t-il derrière ? Tu entends ? Ces pleurs d'enfant ? Les pleurs, oui, et d'autres choses. Un clou qu'on enfonce ? Ça couine sans arrêt, tout près. Quelqu'un qui marche, ça m'a réveillée. La vie, ça fait du bruit. Le parquet craque. Terrain suspect qui se dérobe sous les pas. La femme dresse l'oreille. Et ce bruit sourd ? Et ces claquements ? Un moulin à café, souffle-t-elle ? C'est le funiculaire, les freins qui protestent. 10 heures passées. Quand les rames ne se croisent pas, l'échange de passagers se fait pile en 10 secondes. Au fond du jardin se cache une remise à bois aux planches noircies. Pas touchée depuis longtemps, celle-là. Au moins 80 ans. Les nouveaux propriétaires, un jeune couple, ont acheté l'appartement à un fonctionnaire retraité. Le mari a dit « Sautons sur l'occasion ». La femme rechignait. Cette colline est maudite à ce qu'on dit. C'est une bonne affaire. Pas tant que ça, tu sais. Il y a quelque chose de bizarre, de malsain dans l'air. Ils ont voulu le transformer en ouvrant 2 pièces. Ils ont fait appel au vieux Giarmati, leurs parents ingénieurs pour mesurer les paramètres. Casser un mur, en monter un autre ailleurs ? Un jeu d'enfant, avait répliqué l'oncle. Le mari était seul à la maison. C'est lui qui avait accueilli Giarmati. Ils ont descendu à tâtons l'escalier vétuste jusqu'au jardin. Les yeux écarquillés, comme perdus, le vieux a regardé autour de lui. Dans l'appartement, un pas à gauche, jusqu'au balcon, ensuite à droite, jusqu'au radiateur. Le ciel à portée de main. Parquet bombé au coin. Dans le couloir, carrelage en damier rapiécé. Gémissements, crissements, martèlements. Ce n'est rien à côté de la nuit où, par la fenêtre, on voit s'agiter des feux follets. On sent des ondes vibrer dans les murs. J'entends une mémé toute ridée ronchonner
Dans la cheminée, dit la femme. Ah ouais? T'es médium? Se moque le mari. Tu sais, j'avais une grand-mère au crâne un peu défoncé, un creux au-dessus du front. Défaut de naissance? Signe de beauté? Quand on était petit, on n'avait pas le droit de le caresser. Bien sûr, ma chérie, mais encore. L'ascenseur panoramique en verre est en panne. Depuis 25 ans, le puits bâille dans le vide. J'ai encore entendu des râles à côté, continue la femme. Quelqu'un chuchotait. Attache-moi avec cette corde de bateau. Mets tes bottes vernies. Fouette-moi. Y a que ça qui marche. Allez, plus fort. Ah, les voisins sont plus sadomaso que nous, alors. Jarmati jette un œil dans la cage béante de l'ascenseur. Pétrifié, il contemple le vide. L'image d'une limousine surgit tel un éclair. Et un visage. L'un de mes tortionnaires de jadis, mal rasé, puant l'alcool. L'ingénieur perd conscience, s'effondre. Le mari tente de le rattraper, en vain. Le vieux s'écroule face contre terre. Il s'en tire, sans fracture, juste quelques bleus. Sa veste un peu déchirée. Ensuite, péniblement, soufflant, haletant, il raconte. C'est dans ce puits que la Gestapo l'a suspendu par les bras. C'est là qu'on l'a interrogé en hiver 44, toute une demi-journée. On l'accusait de complot sioniste. On voulait son trésor, ses bijoux cachés, n'importe quoi. On lui avait bandé les yeux pour l'emmener sur la colline. Le bandeau, peut-être reverrait-il la lumière du jour, une fois peut-être, une fois encore dans cette vie.